Vous êtes sur Medi 1 dans le cadre de votre émission Génération News, l'émission qui prend à cœur toutes les problématiques liées à la jeunesse, mais également tout ce qui fait le buzz sur Internet. Très heureux de vous retrouver pour décortiquer ensemble évidemment ces deux thématiques liées à la jeunesse. Vous connaissez le procédé de l'émission, scindé en deux parties. La première sera consacrée à l'investissement, l'entrepreneuriat, pourquoi et comment investir dans un pays étranger. Vous en saurez un peu plus en première partie d'émission. Et en deuxième partie d'émission, mes invités et moi, nous allons plancher sur la déforestation, le reboisement. Quel regard de la jeunesse aujourd'hui sur ce phénomène? L'Afrique aujourd'hui confrontée à ce gros problème de déforestation. Des éléments de réponse également en fin d'émission avec mes invités du jour. Ils sont là sur le plateau de Génération News. Il s'agit de Ramsès. Vous êtes directeur des opérations et du développement commercial dans une entreprise de la place. Merci d'avoir répondu à l'invitation Génération News. C'est moi qui vous remercie, Régis. On a également le plaisir de recevoir Hans. Hans, vous êtes manager général dans une entreprise de la place également. Merci d'être le nôtre aujourd'hui sur ce plateau de Génération News. C'est un plaisir, Régis. C'est un plaisir. Plaisir partagé, je l'espère également pour notre ami Boris. Vous êtes consultant et conseiller en investissement dans une entreprise évidemment de la place. Merci d'avoir répondu à l'invitation Génération News. Merci, je suis honoré également d'être là. Les amis, nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet en parlant évidemment de l'entrepreneuriat. Vous êtes des entrepreneurs dans différents secteurs d'activité. Ramsès, je me tourne vers toi. L'entrepreneuriat aujourd'hui des jeunes, on va dire, c'est une appellation qui est devenue un petit peu réalité aujourd'hui. Beaucoup de jeunes se lancent dans l'entrepreneuriat, c'est le cas pour vous. Est-ce que ça a été difficile dans un pays étranger, au Sénégal? Je rappelle que vous êtes gabonais de nationalité. Est-ce que ça a été difficile d'entreprendre ici au Sénégal? Ok, tout d'abord, merci Régis pour l'invitation. Donc, et également merci pour la question. C'est une très belle question. Entreprendre dans un pays étranger, ce n'est pas facile, tant bien qu'il y a beaucoup d'opportunités. Okay. Les difficultés souvent rencontrées en entrepreneuriat, c'est l'information surtout. Pour avoir l'information, ce n'est jamais facile. Il y a aussi le fait qu'il faut s'accommoder à la culture. Parce qu'on ne peut pas entreprendre dans un pays qu'on ne connaît pas. Bah oui, voilà, logique, donc ouais. Il faut connaître la culture, il faut connaître les besoins aussi des populations. Et faire une étude de marché, voilà, de besoins, connaître les forces et faiblesses des potentiels concurrents aussi dans le secteur. Exactement, c'est ça. Donc voilà un peu en quelques mots ce qui a été un frein, pas un frein, mais qui a été une difficulté au début. Maintenant, tout va bien, donc voilà. Boris, Ramsès parlait tout à l'heure des opportunités lorsqu'on est dans un pays étranger. Comment on arrive à facilement les identifier? Exactement, merci Régis. Effectivement, déjà tout va partir de la définition que l'on va donner à l'entrepreneuriat. Personnellement, si je devais définir l'entrepreneuriat, je disais c'est savoir rentabiliser les idées que nous avons et savoir rentabiliser effectivement les opportunités que nous allons donc pouvoir déceler dans ce pays. Et les opportunités, elles sont autour de nous dans notre environnement, elles sont liées à notre domaine d'études, elles sont liées à la participation à une activité, à une invitation. Donc nous avons plusieurs secteurs effectivement à partir desquels nous pouvons entreprendre. Nous avons déjà notre domaine d'études. Ouais. On peut entreprendre pour celui qui fait des études par exemple dans le domaine juridique. On peut entreprendre pour celui qui fait des études dans le domaine financier. On peut entreprendre également en observant dans la ville pendant que nous sommes en train de marcher et on se dit tiens, il y a telle activité qui se fait. Et donc, ça peut nous générer des idées et on se dit à partir de là, quelque chose peut naître. Est-ce que ça a été le cas pour toi, Hans? Parce que je rappelle également que tu es un entrepreneur. Est-ce que le fait d'identifier ces opportunités et d'y aller, ça a été un peu difficile pour toi ou tout simplement facile dans ce pays qu'est le Sénégal? Merci Régis, tout d'abord. C'est un plaisir d'être là parmi nous. Je dirais pas que ça a été facile parce que dans tout terrain où on met les pieds, il y a forcément une difficulté qui est liée non seulement à l'atmosphère, qui est liée au territoire, je veux dire, à la plateforme. Mais au Sénégal, il faut dire que la législation qui
qui régit un peu l'ensemble, le cadre juridique où évoluent certaines entreprises dans leurs domaines respectifs est assez souple et avantageuse. Donc pour nous, ça a été un peu, personnellement, ça a été pas difficile, mais ça m'a permis d'avoir certaines bases qui m'ont permis de voir comment les choses se positionnent pour pouvoir les appréhender et pouvoir permettre de pouvoir mettre en place mon activité. Et ça prend combien de temps? Je vais dire, s'il fallait aujourd'hui un peu jauger cette capacité à investir dans un pays étranger, est-ce que ça prend beaucoup plus de temps ou bien c'est plus, il y a la facilité dont vous avez parlé effectivement des lois qui sont là, qui régissent un petit peu le fait de créer une entreprise au Sénégal. Et ça prend du temps ou bien c'est plus c'est facile au niveau de tout ce qui est administratif et l'entreprise voit le jour? Non, c'est une certaine sensibilité, c'est un problème d'adaptation. Vous savez, lorsqu'on vient dans un pays, on ne connaît pas forcément la culture, comme disait Ramsès, on essaie de s'identifier au peuple, on essaie de s'identifier aux habitudes, on essaie de s'identifier un peu à la vitrine que nous montre un peu où on vient d'arriver. Donc ça met un certain temps, il faut le dire, le fait de s'adapter, connaître les coutumes, etc. Mais après, lorsqu'on connaît un peu les rouages sur un certain laps de temps, pour certains ça prendra 2, d'autres 3, certains 6 mois. Et il y a des précoces aussi qui facilement se retrouvent. Vous savez, l'Afrique, on dit que c'est différents pays, mais en principe, on pense que c'est un même pays parce qu'on se retrouve avec certaines valeurs et cultures. Et les mêmes réalités aussi. Et les mêmes réalités, évidemment. Donc ça ne met pas forcément le temps escompté que certains pensent avoir dit 2 ans, etc. Non, c'est juste le fait de pouvoir mieux s'adapter à l'environnement nouveau dans lequel on vient. Mais j'avoue qu'au Sénégal, c'est un peu souvent nous, le Wolof, qui nous... Oui, mais évidemment. Mais après, je pense qu'aujourd'hui, dans les secteurs d'activité où vous évoluez, c'est pas forcément je veux dire, le Wolof n'est pas forcément une barrière dans le sens d'évoluer. Et en parlant de ça, justement, Ramsès, tu veux rebondir sur un point, Boris? Vas-y. Par rapport au temps que ça peut prendre. Donc, je ne dirais pas qu'il y a une période déterminée, un temps défini, c'est-à-dire 6 mois, 1 an ou 2 ans. Donc je pense que ici l'élément crucial c'est déjà que les idées soient claires. L'élément crucial qui va permettre donc de pouvoir poursuivre dans l'étape suivante. Oui, d'avoir une ligne directrice en fait. Voilà, c'est savoir exactement ce que je veux faire, structurer cela. Et quelles sont les personnes qui sont susceptibles de s'associer à moi pour mener à bien ce projet? Et à partir de là, si le projet va sur une création d'entreprise, les procédures aujourd'hui au niveau du Sénégal sont allégées pour ce qui est de la création d'entreprise, contrairement au contexte par exemple du Gabon, pour ne parler que de celui-là. D'accord. Oui, Ramsès? Oui, je voulais rebondir aussi sur la durée. Et je voulais juste rajouter quelque chose en disant que il faut tenir compte aussi du domaine dans lequel on investit. Bah, c'est surtout ça. Est-ce que si on est quelque chose, parlons par exemple de l'import-export, ça c'est clair que ça demande beaucoup plus de temps. Exactement. Que si on veut mettre en place une entreprise dans le sens de faire par exemple un salon de coiffure. Exactement. Donc du coup ça prend du temps, comme quand à l'entame de mes propos je pouvais parler de l'information, qui n'est pas facile à avoir. Nous, dans notre domaine... Mais quelles sont ces informations, Ramsès? Ok, les informations, c'est quoi? Déjà, au niveau de la douane, c'est pas facile parce qu'il faut avoir des informations fiables. Parce qu'on peut vous donner des informations et croiser une autre personne ou bien vous allez même à la source, on vous donne d'autres informations et avec différents agents, ça ne concorde pas. Donc ça veut dire qu'il faut prendre ces paramètres en compte et dans le pays où vous exportez ou bien vous importez le produit, il faut aussi également prendre les réalités en compte. Le transport également, surtout au niveau de l'Afrique, parce que dans la zone OADA, en étant face à la réalité, je me disais que ça devait être beaucoup facile, surtout pour notre secteur, parce que ici, on vise à commencer à apporter un plus, n'est-ce pas, à notre société sénégalaise, encore un plus à l'Afrique, ok, mais ça n'a pas été le cas, ça n'a pas été facile, tant bien même qu'au Sénégal, l'administration est assez souple, assez légère et assez rapide. Donc voilà pourquoi je voulais rajouter en disant que tout dépend du domaine dans lequel on veut investir. Surtout quand ça touche un peu le domaine de l'État, c'est un peu plus difficile. D'accord. Pour ajouter, il faut dire que
la première information la plus cruciale, c'est la législation. Parce que si on ne connaît pas où il faut mettre les pieds, ce qu'il faut faire et comment le faire, ça pose problème. Vous voyez? Donc l'information est cruciale. Et en fait, c'est même au centre de développement et de la croissance de l'entreprise. C'est même, j'ai envie de dire, c'est même l'épicentre, c'est-à-dire c'est même l'élément primordial. On commence par ça d'abord. Effectivement. Vous voyez que donc, tant que l'information n'est pas accessible, tant que l'information n'est peut-être même pas disponible, tant que même l'information n'existe pas, si j'ai envie de dire ça comme ça en parenthèse, il y aura toujours cette difficulté-là, de pouvoir avancer, de pouvoir générer, de pouvoir mettre en place ce qu'on veut par rapport au secteur d'activité dans lequel on évolue. Ouais. Et voilà, on pense qu'avec ce temps-là, ce temps, comme disait Boris, c'est un temps finalement qui est un temps pour s'adapter à avoir ces bonnes informations pour pouvoir commencer soit à lancer son activité ou bien à préparer à lancer D'accord. Et en parlant justement de ça, je crois que c'est Ramsès qui a abordé le point, la recherche des partenaires. Boris également allait dans ce sens-là. Je reste avec toi justement, Boris. En parlant de la recherche de partenaires, comment ça se passe? Est-ce que c'est assez difficile? Parce que n'oublions pas, vous êtes jeune. Est-ce que le fait d'être un peu jeune pousse un peu les potentiels partenaires à être réticents à l'idée que vous soyez jeune entrepreneur aujourd'hui? Oui, effectivement. Hein. D'entrée de jeu, je vais dire que ce n'est effectivement pas évident ni facile, effectivement, par rapport au domaine également où on va se lancer. Parce que, Régis, lorsqu'on va examiner l'historique ou sinon l'histoire même de l'entrepreneuriat, les jeunes n'ont pas forcément, ou même dans la société aujourd'hui, les jeunes n'ont pas forcément renvoyé une image de responsabilité et de sérieux. Et voilà pourquoi aujourd'hui, quand je vois des jeunes entrepreneurs qui viennent justement pour changer la donne par rapport à cette image qui a été propagée par totalement les dégradée même. Aujourd'hui, quand on parle d'entrepreneuriat et qu'on l'associe à des jeunes, on voit beaucoup plus autre chose. On va être cru aujourd'hui. Exactement. Beaucoup de jeunes aujourd'hui, quand ils veulent investir, ils se lancent dans la création des débits de boissons, par exemple. Exactement. Et ça, vous me direz, c'est de l'entrepreneuriat, mais quand on voit qu'aujourd'hui, 2 jours après, bien 1 mois après, ça ne marche pas. Il y a des entreprises qui viennent au monde, qui font juste 2 jours, ensuite elles sont mortes. Donc il y a aussi effectivement, pour aller dans le même sens que toi, Boris, effectivement cette absence de responsabilité, ce manque de sérieux qui fait en sorte qu'aujourd'hui, certains, vers les potentiels partenaires ou investisseurs sont un peu réticents à l'idée de vous accompagner dans un projet. Est-ce que personnellement, avant de donner la parole à Ramsès, vous avez été victime de ça, bien confronté à une telle difficulté? Non, personnellement, je n'ai pas été confronté à cette difficulté, mais je vais prendre en compte 2 paramètres. Le premier paramètre que je vais prendre en compte, c'est déjà la crédibilité du projet, la crédibilité de l'activité. Et le deuxième élément, c'est la capacité à se vendre et à vendre effectivement le projet et l'idée que j'ai. Parce que effectivement, si des personnes doivent vous accompagner, si des personnes doivent vous soutenir, il faut déjà que vous-même vous sachiez là où vous voulez aller. Vous sachiez ce que vous voulez faire et que vous ayez vous-même la capacité de pouvoir le défendre. Parce que l'un des éléments, effectivement, qui va faire que les gens soient indécis ou hésitants par rapport au fait d'investir ou de vous suivre dans votre projet et votre idée, c'est déjà votre incapacité à pouvoir structurer et clairement présenter cette idée. Parce que je pense que, Régis, si je viens aujourd'hui avec un projet que j'ai élaboré, dont je connais les tenants et les aboutissants, je vous donne les données, je vous présente l'étude et le secteur, je vous dis, écoutez, voici le projet. Lorsque vous allez m'écouter et vous allez me regarder, vous allez dire, ce jeune sait ce qu'il veut, il sait où il va. Et donc, je vous garantis qu'à partir de là, lorsque vous injectez donc des fonds ou vous réalisez un apport de quelque manière que ce soit, vous savez dans quoi vous investissez et c'est beaucoup plus facile d'être accompagné. Mais je ne nie pas également que c'est difficile aujourd'hui effectivement de paraître crédible devant certaines personnes qui vont être beaucoup plus hésitantes. Oui, Ramsès. Ok, je voulais rebondir sur les propos de Boris en disant que la responsabilité des jeunes n'est pas forcément engagée. Pourquoi? Parce que nous, on ne voit que la finalité, c'est-à-dire les faits des sociétés. Mais parfois, il faut remonter ou bien aller plus bas pour voir pourquoi est-ce que les jeunes aujourd'hui renvoient cette image d'irresponsabilité. Pourquoi? Nous sommes des exemples. Et rassurez-vous, bien avant nous, il y a eu des jeunes aussi qui ont eu des idées brillantes et autres.
Donc, moi je dis que mettre l'irresponsabilité des jeunes en avant, ce n'est pas, comment ça s'appelle, cet argument ne doit pas être mis sur la table. C'est peut-être pas l'argument. D'accord, c'est le constat. C'est le constat. La vraie raison, c'est que, nos institutions ou bien nos représentants, nos dirigeants ne prennent pas en compte ce facteur-là, se disant que les jeunes aujourd'hui, ils sont très forts. Parce que quand vous êtes jeune, vous avez une capacité de réflexion assez bonne, vous avez des aptitudes, des velléités à pouvoir prendre quelque chose qui pourrait être bénéfique à la société. Donc aujourd'hui, tout est presque politisé. Je le dis pourquoi. Je pars d'un constat. Le pays d'où je viens, les jeunes justement renvoient cette image d'irresponsabilité. Ils sont beaucoup plus dans des jeux, ils sont beaucoup plus dans des boissons, des divertissements. Ouais. Mais quand ils arrivent à l'étranger, Régis, vous pouvez me corriger si je dis du n'importe quoi. Aujourd'hui, on constate qu'il y a beaucoup de jeunes qui entreprennent. Déjà, il y a nous, il y a plus petits que nous, il y a ce jeune-là que j'ignore, Mais pourquoi justement? Parce que vous avez abordé l'aspect politique, effectivement. Est-ce que c'est aujourd'hui le fait que les dirigeants ne prennent pas en compte les vraies réalités de la jeunesse qui pousse ces jeunes, parce qu'on peut parler de fuite de cerveau, parce que c'est le cas, le fait que vous soyez ici en train d'investir au Sénégal, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Oui. L'investissement, c'est partout d'ailleurs, mais on a effectivement cette impression qu'en fait le Sénégal déroule le tapis à ces jeunes investisseurs et que vos pays respectifs ne le font pas. Pourquoi? Bon, on va aussi dire que ça n'a jamais été aisé ou facile d'investir dans son pays. Ouais. Prenons l'exemple de, je reviens encore sur le pays d'où je viens parce que c'est des faits que je connais et voilà, je suis né là, donc à laquelle vous avez été confronté. Exactement. Les étrangers chez nous, ce sont eux qui ont des grandes entreprises, qui manipulent même les finances même du pays et autres. Ils sont favorisés par le système, la politique en place. Pourquoi? Parce que quand l'étranger il arrive, il n'a pas cette envie de tenir tête à l'autorité. Parce que non seulement vous n'êtes pas du pays, ce qu'on va vous demander comme modalité ou vous allez vous plier. Pourquoi? Parce que vous êtes là pour faire vos affaires, ensuite vous repartez. Donc je me dis, ce qui arrive au Sénégal n'est pas un fait nouveau. Il y a rien de nouveau sous le soleil. C'est juste qu'aujourd'hui, on découvre. Quand vous arrivez dans un pays, vous découvrez que ce pays-là vous est favorable. Pourquoi? Parce que justement, l'investissement à l'étranger est plus facile. Vous n'avez pas votre famille à côté de vous. Il y a aussi le choc culturel qu'il faut prendre en compte. Pourquoi? Parce que quand vous arrivez dans un pays, le fait de vous intégrer et de rencontrer une nouvelle culture, là où vous venez, vous avez vu par exemple une entreprise de fabrication d'ampoules et que le nouveau pays, il n'y a pas d'entreprise de fabrication d'ampoules, automatiquement vous allez vous investir à, n'est-ce pas, produire sans effort c'est vraiment une entreprise. Les réalités même culturelles, religieuses, j'ai envie de dire. Si vous êtes dans un pays musulman, vous n'allez pas venir mettre des produits qui sont c'est ça aussi, prohibés. Voilà pourquoi on parlait tout à l'heure de connaître le pays parce qu'on ne peut pas investir dans un pays. Oui, vas-y. Si vous permettez, Ramsès, il faut dire qu'en général, et ça c'est partout dans le monde, on peut le constater, la jeunesse n'est pas minimisée. Au contraire, il y a un aspect qu'on doit évoquer, c'est que la jeunesse est négligée. Vous comprenez? Donc tu rejoins Hans, Ramsès et Boris quelque part quand il parlait quelque part, mais j'ai envie de sortir le mot. Vous savez, la jeunesse vit avec son temps. Chacun de nous, on vit avec notre temps, on vit avec ce qu'on a connu. C'était une époque des clashs, une époque des battles, etc. On vit avec le temps. Et vous savez, lorsqu'on arrive dans un monde comme celui de l'entrepreneuriat, on ne connaît pas forcément au début les règles, les enjeux, les aboutissants, etc. Donc si je te suis bien, désolé de t'interrompre Hans, si je te suis, c'est qu'aujourd'hui la grosse difficulté pour revenir un petit peu au terme utilisé par Hans, Boris, en parlant d'irresponsabilité de la jeunesse, c'est un fait, c'est un constat, même si effectivement Ramsès a voulu un petit peu adoucir le terme qu'il trouve un peu trop fort. Mais si je comprends bien, c'est qu'en fait aujourd'hui le grand problème, c'est que beaucoup de pays sur le continent ne forment pas d'abord l'entrepreneur, parce qu'avant de créer l'entreprise, il faut d'abord créer l'entrepreneur. Et c'est ce qui manque aujourd'hui, c'est ça, c'est la formation de ces jeunes entrepreneurs. Et je voulais en venir par là. Lorsque je parle de négligence, il faut comprendre que ce n'est pas une négligence en tant que personnel. C'est une négligence dans les outils qui vont permettre de développer la jeunesse. D'accord. Vous savez, lorsqu'on vient entreprendre, ce n'est pas un terrain facile. Lorsqu'on vient entreprendre, on vient avec des idées d'abord. Et ce sont ces idées qui vont apporter un plus dans
soit le système du pays soit apporter une valeur ajoutée dans la tendance économique du pays. Et en parlant de valeur ajoutée, justement, vous, votre secteur d'activité dans lequel vous avez décidé d'entreprendre, c'est dans le domaine du bois, Effectivement. la transformation du bois. Pourquoi ce secteur d'activité et pas un autre secteur? Bon, déjà, c'est par passion aussi. Et par amour, parce que d'où moi je viens, c'est un pays avec une grande forêt, vous connaissez le Gabon, et j'ai été dans la forêt, c'est des choses que je connais, les arbres, etc. Et découvrir ça sous un autre aspect et pouvoir apporter, on va dire quoi, au Sénégal la possibilité de pouvoir s'émerger au niveau économique dans ce secteur, c'est nous en fait. Ça, nous, personnellement dans notre structure, ce qu'on prend, nous, c'est quoi? C'est pouvoir faire rehausser l'économie ou participer au rehaussement de l'économie du pays dans lequel on exerce nos activités par rapport à notre entreprise. Et ce choix-là, voilà, c'est porté sur le bois parce que, comme je disais avant, c'est quelque chose qu'on affectionne, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, qui nous plaît, qu'on pourra défendre, qu'on pourra protéger, qu'on pourra assainir et qu'on pourra aussi faire profiter. Est-ce que c'est difficile, Ramsès, je me tourne vers toi avant de donner la parole à Boris, qui a envie de rebondir sur un point. C'est vrai, vous partagez également ce secteur, vous êtes également dans le secteur du bois, le reboisement et la transformation. C'est exact. Vous avez parlé de ce link entre le pays dans lequel vous êtes installé, en l'occurrence le Sénégal et votre pays d'origine. Comment ça se passe en termes de facilitation et tout le reste? Ok, merci Régis. Bon, déjà, il faut avouer que ce n'est pas facile. Pourquoi? Parce que on trouve un pays qui a des règles, un fonctionnement. Parce que dans le domaine du bois, c'est un système qu'il faut percer. Pourquoi? Et ça ne peut pas se faire en 2 jours. Ouais, après, c'est une richesse aussi. Voilà, c'est une richesse. Ouais. Mais justement, nous aussi, on a pensé comme ça. Détrompez-vous. Pourquoi? Parce que je vous ai dit, quand il y a certains domaines qui touchent, certaines activités qui touchent le domaine de l'État, l'État est plus regardant et parfois les législations ne sont pas faciles. Et ce qui fait que, excusez-moi le terme, ça devient un peu comme une petite mafia, ok? Donc, celui qui a un peu plus de moyens ou qui est là avant, il doit protéger son secteur. Non, et logique, voilà. C'est le marketing. Voilà. Donc, ce qui s'est fait, c'est qu'on a pu percer le marché. Nous sommes partis d'un constat, c'est que au Sénégal, ils ont des artisans, ok, ouais. Et ils sont nombreux. Voilà, ils sont nombreux. Ils n'ont pas cette essence-là, ok. Enfin, ils n'ont pas ces essences-là comme nous en Afrique centrale. On a des grandes forêts et tout. En fait, c'est cette variété de bois parce que les artisans utilisent beaucoup du bois. En fait, c'est la matière première. Exactement. Ouais. Et donc, on est parti d'abord de ce premier constat. Et le second constat est celui de se dire que comment ça se fait-il que nous sommes producteurs, nous sommes des pays producteurs? Parce que pour moi, l'Afrique, normalement, devrait être un pays. Ouais. Ok, on a toutes ces richesses-là. Et c'est les Européens, ok, qui mettent des infrastructures, qui gèrent même nos forêts, qui décident quand on doit exploiter. Et donc, je le dis et je pèse mes mots, c'est une sorte de rébellion de notre part de se dire, bon, écoutez, il y en a déjà assez qui servent les intérêts de l'Europe. Notre pays, oui. Voilà. Nous, on va servir les intérêts de l'Afrique. De notre pays, oui. Et notre projet est en train de s'étendre, il va un peu plus loin parce qu'on veut, excusez-moi, parce que je suis un peu en train de griffer un peu le thème à venir. Non, mais justement, c'est vrai que la deuxième thématique est liée au reboisement. Voilà, donc du coup, on veut aussi se lancer dans le reboisement s'il y a des bonnes volontés dans le long terme ou à court terme qui vous de toute façon, on aura le temps de développer. Mon cher Ramsès, oui, Boris, il veut rebondir absolument. Je vais revenir sur l'entrepreneuriat des jeunes, effectivement, à l'étranger et revenir également sur un facteur que j'aimerais souligner, c'est que pour prendre le cas du Gabon, on n'a pas préparé la jeunesse à entreprendre. Exactement. La jeunesse, lorsqu'on grandit, voilà, beaucoup de pays, effectivement, le problème même de l'Afrique aujourd'hui, c'est que rien dans la société ne prépare la jeunesse à entreprendre. Voilà. Le format dans lequel on a été mis, c'est quoi? Il faut aller à l'école, obtenir le diplôme, et ensuite déposer les CV. Et c'est ce qu'on a fait plusieurs générations, pendant plusieurs années. Et on s'est rendu compte, nous qui sommes un peu en arrière, que ceux qui sont devant ont suivi ce chemin et beaucoup se retrouvent à la maison avec des diplômes. Ouais. Beaucoup se retrouvent assis avec des diplômes, ils ont des connaissances mais ils sont au chômage. Et ils sont en train de rédiger des CV pour les envoyer dans Pour te rejoindre Boris, on a un éminent juriste ici qui a justement en matière de droit constitutionnel, il devait faire son doctorat.
Et il n'a pas pu, et heureusement qu'il a échappé, franchement. Bon, non mais c'est peut-être risible aujourd'hui, mais c'est une réalité. C'est ce que je disais, on ne crée pas l'entrepreneur. Et quand vous avez un jeune qui n'a pas été formé, qui veut tout de suite créer une entreprise, qui n'a pas les rouages, c'est logique que cette entreprise soit considérée comme un bébé mort-né. C'est comme tout à l'heure je disais, c'est une certaine négligence de la part de nos autorités. D'accord. Et ce n'est pas du mépris parce qu'ils ont été jeunes, ils ont été forts, mais il y a une certaine négligence dans les choses qu'il faut mettre en place pour pouvoir développer la jeunesse dans tous les secteurs. Ouais. Aujourd'hui, vous savez, en Afrique, on essaie de développer le secteur du sport. Je vais prendre ça comme ça, le domaine du sport. Et dans tous les domaines, que ce soit le e-sport aussi pour les gamers. Les Sadio Mané, on voit des Aubameyang, etc. On se penche beaucoup plus sur ça parce qu'on se dit c'est un secteur prometteur, etc. Mais le secteur de l'entrepreneuriat, l'entrepreneur, lui, il fait vivre aussi une nation. Il contribue à la croissance économique même d'une nation. Ouais. Donc, le fait de ne pas mettre les outils suffisants qu'il faut pour pouvoir former ces jeunes-là à être des véritables entrepreneurs et ne pas seulement les laisser aller dans le tas comme ça, se débrouiller, faire des erreurs, apprendre, c'est aussi... Et je pense que c'est important, les amis, d'apprendre de ces erreurs. Et nous sommes arrivés au terme de cette première partie. Ça allait très vite, je vous le concède, les amis. Pour clore vite fait, oui, c'est possible d'investir, d'entreprendre à l'étranger. Il faut juste avoir le maximum d'informations, les amis. On marque une courte pause et on se retrouve dans une poignée de minutes pour la deuxième et dernière partie d'émission. À tout de suite sur Génération News. De retour sur le plateau de Génération News pour la deuxième et dernière partie d'émission. La deuxième thématique, nous l'avons un petit peu écorchée en première partie d'émission. On parlera évidemment dans cette deuxième partie du reboisement, la déforestation. Quel regard de cette jeunesse que nous représentons aujourd'hui sur ce plateau de Génération News sur Média TV Afrique. Boris, la déforestation, qu'est-ce que cela représente pour toi, ce phénomène ? Quel regard portes-tu sur la déforestation ? Merci Régis pour la question. Pour moi, ça rentre dans l'un des plus grands crimes, que ce soit dans le domaine aujourd'hui économique, dans le cas des relations que nos États entretiennent avec l'Occident ou avec les grandes puissances, parce que c'est une richesse. Pour prendre encore le cas du Gabon que je connais, où j'ai grandi, où je suis né, pour prendre le cas du Gabon, où le bois aujourd'hui est capable d'apporter beaucoup plus lorsqu'on va par exemple le transformer sur place. Or aujourd'hui, nos États sont dans l'exportation et c'est une richesse qui fuit notre territoire dont les retours ne sont pas forcément conséquents. Et donc les populations même qui sont avoisinantes par rapport à ces différentes zones qui souffrent de cette déforestation ne bénéficient pas de la richesse, quand bien même, et pourtant ils sont là et assistent au C'est vrai que vous avez parlé du cas du Gabon et le Congo aussi, qui regorge d'une forêt extraordinaire. On va peut-être revenir, on va faire un saut un saut temporel dans le passé pour être plus précis. On va parler un petit peu, je pense qu'on a tous été un peu, on va dire, triste de voir cette forêt, cette partie de l'Amazonie brûlée, et ça a été le cas malheureusement. Ramsès, c'est toi qui es dans le domaine effectivement du bois, comment tu as vécu un petit peu cette situation de voir une partie du poumon du monde brûler comme ça? Merci Régis pour la question. Je vais rejoindre Boris pour dire que l'exploitation du bois sans reboisement est un crime. Pourquoi? Parce que prenons le cas de cette forêt qui a brûlé, c'est des espèces qui vont disparaître. C'est l'environnement qui prend un coup. D'où, en première partie, on pouvait parler de la responsabilité, excusez-moi encore de revenir parce que c'est lié, parce que notre objectif en tant que jeune aujourd'hui, c'est, n'est-ce pas, dissocier cette image-là entre les entrepreneurs et les pouvoirs politiques. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a une idée. Et entreprendre, ce n'est pas le fait, comme mon frère pouvait le dire tout à l'heure, d'avoir des idées, les mettre en exergue et faire du profit. Non, l'entrepreneuriat devrait normalement être,
des valeurs, ça devait être un package en fait. Vous avez une idée, vous la mettez sur pied, elle voit le jour, mais vous devez vous-même vous armer de certaines valeurs. Dire que mon entreprise, certes, c'est une personne morale, mais qui pourrait, n'est-ce pas, avoir des impacts, bonnes ou mauvaises sur la société. Okay? Et c'est là où nos autorités devaient avoir un regard prépondérant, n'est-ce pas, sur la question du reboisement. Et vous trouvez que les politiques apportées aujourd'hui par certains pays africains ne sont pas suffisantes en ce qui concerne évidemment cette politique de reboisement? Je vais dire, je dirais fermement, c'est vrai que c'est un peu dur. Il y en a qui essaient certainement de faire des efforts. Je ne vais pas me prononcer dessus parce que je n'ai pas des données ou des exemples clairs. Logique. Ça peut arriver, il y a des pays, mais en majorité, en grande partie, je dirais non. Je dirais non, pourquoi? Parce que en première partie, on pouvait dire que le bois va beaucoup plus en Europe. Les grandes entreprises qui utilisent le bois, ce sont des entreprises de yacht, ceux qui font le yacht, les yachts et autres, le parquet. Et généralement, c'est des choses que nous ici, on n'utilise pas trop nous. Le bois, c'est juste pour faire le lit, un petit meuble et c'est fini. Donc ça veut dire que si l'exploitation du bois ne dépendait que de nous en Afrique, ok, je ne suis pas sûr que notre forêt, on devait parler d'un problème de déforestation en grande majorité en Afrique. Donc c'est une politique qu'on doit instaurer, mettre sur la table et c'est nous, en tant que entrepreneurs responsables, on doit en discuter avec les autorités, leur faire comprendre qu'on doit préserver notre environnement, n'est-ce pas, avec le siècle actuel, enfin pas le siècle actuel, excusez-moi, je vais dire la pandémie, la guerre, la crise économique et tout ça. L'Afrique doit pouvoir se protéger. Et l'Afrique, pour se protéger, comment elle doit procéder? C'est comme nous sommes actuellement des entrepreneurs. On doit être des entrepreneurs, en fait des pierres vivantes. Ok, quel est l'enjeu même, ou bien pour ceux qui sont dans le bâtiment, la fonction d'une pierre? Si on superpose les pierres, la pierre, elle va faire un mur. Et aujourd'hui, les entrepreneurs doivent être ce mur-là, n'est-ce pas, pour l'Afrique. Pourquoi? Parce que les décisions ne doivent pas venir de ceux-là, n'est-ce pas, qui exploitent ou qui prennent nos richesses. Et en parlant, Ramsès, on va y revenir hein, dans une poignée, le temps de laisser Hans également nous livrer ses impressions sur ce phénomène de la déforestation. Alors, je l'ai un petit peu souligné en première partie d'émission, vous êtes dans le secteur du bois, la transformation, mais également dans le reboisement. Quelles sont les activités, sinon les politiques qu'au sein de votre entreprise, vous mettez en place pour justement aller dans le même sens que Ramsès, valoriser un petit peu cette politique qui valorise le reboisement? Bon, on y travaille, à vrai dire, on y travaille. Ce que nous tentons de faire et ce que nous aimerions que certains organismes nous encouragent encore à faire davantage, c'est d'abord de prôner à la protection de l'écosystème de notre environnement. Vous savez, le bois est une matière sensible. Pourquoi? Parce qu'avec le bois, on respire. Avec le bois, on serre aussi. Voyez? Donc, on serre dans différents domaines. Vous savez, quand on est à l'école, on s'assied sur des bois. Quand on est dans des bureaux, on est assis on est en face du bois. On va allumer du gaz. C'est avec une tige d'allumette. Donc, c'est vraiment, nous, ce qu'on prône dans notre entreprise, c'est la protection de l'écosystème, la protection de certaines essences de bois qui tendent à l'extinction, parce que lorsqu'on parle de reboisement, c'est tout en fait, de déforestation, c'est tout un écosystème qui est touché. Oui, parce qu'il y a, vous l'avez souligné, il y a divers Quand vous voyez les personnes, on a des personnes blanches, des personnes noires, etc. C'est la même chose aussi. Donc nous, on essaie d'aller dans un sens, d'impulser des politiques qui tendent à sensibiliser sur la protection, sensibiliser sur l'utilisation, sensibiliser sur le reboisement, sensibiliser sur la transformation aussi, et aussi le recyclage. Parce que vous savez, on transforme beaucoup, mais des fois on ne recycle pas. Et il y a certaines entreprises, l'industrie chinoise a compris ça, c'est-à-dire que les copeaux de bois sont aussi transformés pour amener un produit fini qui va pouvoir servir, soit pour un usage particulier déterminé, bien précis. Donc on apporte ces différentes politiques pour alerter les gens, pour leur dire que, écoutez,
voici, il y a un phénomène qui est là de déforestation, protégeons nos forêts par ces simples politiques-là qui peuvent amener tout un chacun à mettre la main à la pâte, planter un arbre, entretenir son espace vert, etc. Donc, et en parlant de ça, justement, Hans, je reste avec toi. Il y a une politique qui a été lancée par que ce soit l'Union africaine ou bien l'ONU aujourd'hui, l'UNICEF également, qui est la politique de planter un arbre chaque année ou bien tous les 6 mois. Évidemment, c'est dans cette politique de reboisement. Est-ce qu'il faut aller aujourd'hui vers ce genre de politique pour protéger nos forêts, tout simplement? Effectivement, c'est une initiative qui est la bienvenue parce que vous savez, Boris, avant, c'était une obligation pour les exploitants forestiers de pouvoir reboiser. Mais aujourd'hui, ce n'est plus simplement une obligation. On est beaucoup plus dans l'exploitation, tout simplement. Oui, mais entre-temps, ce que j'ai envie de dire, c'est que ce n'est plus une obligation de reboiser, mais c'est un impératif. Pourquoi? Parce que on assiste à quoi? Une extinction de l'essence. Vous voyez, donc on est obligé, les exploitants, sont obligés de planter s'ils veulent avoir la ressource. Donc, ils ne peuvent pas faire autre. Et les États ont vu ça et ils ont bien compris qu'il fallait que cette politique-là soit davantage encore plus répétée pour que les exploitants puissent... pour qu'on puisse profiter de la matière, mais aussi de l'entretenir. Donc, je pense que cette politique de reboiser pendant une certaine période, etc., c'est vraiment la bienvenue et ça protège les forêts, ça protège notre écosystème, ça protège les essences, ça protège nos forêts et ça donne la vie simplement. Protéger nos forêts, c'est en tout cas le leitmotiv de beaucoup de personnes, en l'occurrence les jeunes. Mais Boris, est-ce qu'aujourd'hui, en parlant de cette jeunesse-là que nous représentons, vous, aujourd'hui sur ce plateau, vous êtes un peu conscient des enjeux que ça représente aujourd'hui de lutter contre la déforestation, mais est-ce que on va dire, ce sentiment est partagé par la jeunesse africaine aujourd'hui, Boris? S'il fallait avoir un regard de l'extérieur. Vraiment de l'extérieur, effectivement. Et déjà parce qu'effectivement, il n'y a pas de données aussi. Je vais être prudent, donc, comme l'a dit Ramsès. Mais d'une manière générale, ce qui ressort, parce que même quand on n'a pas les données, on a quand même le ressenti de manière générale. Voilà, lorsqu'il faut se prononcer sur une question. Et je ne pense pas que la jeunesse est déjà vraiment beaucoup informée par rapport à la question et se sent vraiment concernée, impliquée. On n'associe pas justement cette jeunesse-là à cette lutte? D'une part, oui, mais je pense que c'est beaucoup plus l'accès à ce domaine-là. C'est l'accès à ce domaine, c'est-à-dire aujourd'hui, comment est-ce que la jeunesse peut s'impliquer? Est-ce que c'est à travers une association qui va être mise en place? Mais voici pourquoi j'encourage effectivement l'initiative et l'insertion beaucoup plus d'Africains dans ce secteur, parce qu'aujourd'hui, on a besoin effectivement d'un regard non seulement de l'État, mais que les Africains eux-mêmes soient impliqués dans le processus même d'exploitation de nos forêts, parce que ça va permettre non seulement de réguler déjà la quantité. Est-ce qu'il y a des délimitations par rapport aux quantités qui doivent être exploitées, par rapport aux zones qui doivent être délimitées, auxquelles on n'aura pas un certain accès, dont on va laisser l'accès à ceux qui sont africains ou à des entreprises qui sont africaines et qui auront donc la responsabilité de pouvoir transformer, et au moins l'État pourra bénéficier effectivement de transformation de façon écologique. Voilà, parce qu'effectivement, on est dans le développement aujourd'hui durable. Parce qu'on ne veut pas juste réaliser des profits, juste avoir une croissance économique, mais qui sacrifie donc l'avenir de nos générations futures. Si vous permettez, pour aller dans le même sens que Boris, on ne mène pas un combat dont on ne connaît pas l'issue. On ne mène pas une guerre dont on ne connaît pas les aboutissements. Vous savez, la question du forêt, la question du bois, sachez que le bois, c'est un secteur vraiment très discret, si on a envie de dire ça comme ça, très discret. Et pour que la jeunesse africaine puisse s'impliquer dans ce combat de reboisement, contre la déforestation plutôt, il faut pouvoir l'en informer. Il faut pouvoir informer la jeunesse africaine sur toute l'étendue de ses richesses, en l'occurrence le bois. Et c'est que par là qu'on pourra
donner des outils, qu'on pourra informer, que les jeunes pourront se lever. Lorsque vous voyez une Greta Thunberg, une ado qui a commencé à 15 ans, à 16 ans, elle défendait les valeurs et l'écosystème, etc., c'est parce qu'elle a eu une sensibilité par rapport à ça, mais qu'aussi elle a été informée sur les dangers de l'exploitation de la nature sans pourtant l'entretenir. Ouais. Et c'est ce que nous n'avons pas en Afrique. Et dans nos secteurs, nous, on essaye d'apporter ça. C'est pourquoi dans notre entreprise... Est-ce que c'est peut-être parce qu'on n'a pas de figure emblématique, j'ai envie de dire. Greta Thunberg s'est inspirée d'une personne pour justement mener à bien cette lutte, ce combat. Mais en Afrique, on n'a pas vraiment de modèle dans ce sens-là, des figures emblématiques qui sont là pour lutter, pour faire comme vous, aujourd'hui, jeunes, dans le sens de mettre en place des structures qui vont faciliter le reboisement et lutter contre la déforestation. Oui, ce serait une bonne chose, Boris, qu'on ait ce genre de figure. Mais la nature ne vous enseigne pas. Vous voyez, quand il y a un manque, la nature a horreur du vide. Peut-être que les figures aujourd'hui, c'est vous. Voilà, la nature a horreur du vide. Sachez qu'il faut être sensible à une chose. Nous, on les voit tout le temps. On voit tous les jours, on connaît les arbres. Mais on ne nous informe pas sur les dangers de ne plus les avoir. Ouais. Et c'est ce souci-là, comme je disais, on disait en première partie, de négligence sur la jeunesse, de l'informer, ce qui est capital et qui est très important pour la jeunesse. Et malheureusement, ça ne se fait pas. Et nous, on espère qu'avec notre démarche au sein de notre entreprise, qui a un pôle de formation pour aider la jeunesse à connaître un peu les métiers du bois, à s'inspirer, à savoir qu'est-ce qui autour du bois, comment pourra permettre à certains de pouvoir rallier cette cause et s'identifier à ce combat que l'on mène tous, parce que la forêt, c'est une histoire de tous. C'est un poumon vert sans lequel on ne pourrait pas... La transition est toute trouvée, mon cher Hans. Ramsès, je me tourne vers toi. Alors, il y a un artiste que vous connaissez très bien au Sénégal et qui n'est plus à présenter sur la scène nationale et internationale, évidemment, en parlant de Youssou N'Dour, qui disait, je cite, un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse, et qu'aujourd'hui, en parlant de poumon vert, si aujourd'hui la jeunesse ne s'implique pas dans la lutte contre la déforestation, c'est un poumon qui va s'étouffer et cette jeunesse va également s'étouffer. Vous êtes dans cette démarche? Si oui, mais comment aujourd'hui réellement, c'est vrai qu'on parlait des sensibilisations et tout le reste, mais comment impliquer de façon efficace et efficiente cette jeunesse dans cette lutte contre la déforestation? D'accord, merci Régis, la question elle est très bonne. Il faut dire, vous voyez qu'on revient toujours sur la même question de responsabilité. Okay, ça va tourner en rond et depuis des siècles que ça dure, on ne trouve pas de solution. Ouais. Aujourd'hui, ce qu'on doit faire, c'est de passer à la vitesse supérieure. C'est laquelle? La vitesse supérieure, c'est de voir des faits, de produire, d'aller sur le terrain, travailler, et c'est pas des déclarations. Ok, j'aime bien ce que Youssou N'Dour, notre très cher Youssou N'Dour peut dire, parce que déjà que je respecte beaucoup. Mais aujourd'hui, l'ONU, les ONG même qui essaient, je dis essayer. Pourquoi? Parce que le besoin est imminent. C'est une question de vie ou de mort. Ces ONG-là, ils viennent de l'Europe. Okay, la majorité de ces ONG-là se forment au niveau de l'Europe et ils viennent en Afrique pour essayer de parler n'est-ce pas, de ces forêts que nous sommes en train de perdre. Alors, ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est inverser la tendance? C'est un peu aller dans le sens de Boris, de dire aujourd'hui, écoutez, le problème de l'Afrique concerne d'abord les Africains. C'est exactement ça. Il va falloir que nous-mêmes... L'Africain lui-même, il connaît les réalités dans lesquelles il vit. Je prends un exemple. Moi, je suis un villageois, je suis né au village, ok. C'est les études qui ont... Voilà, c'est les études qui ont permis qu'aujourd'hui, je sois ici à Dakar. Mais aujourd'hui, quand je repars dans mon village... C'est lequel, ton village? C'est Mekambo. D'accord. Dans le Guévino. On salue merci bien. tous les bons villageois de Mekambo. Voilà. Et quand j'arrive dans mon village, comment s'appelle, les vieilles mamans, celles qui font des plantations et autres, se plaignent d'un facteur, que les éléphants viennent dans des villages, ils dévorent maintenant, ils viennent manger dans les plantations, ils saccagent les plantations. Pourquoi? Parce que leur milieu naturel a été touché et menacé. Donc du coup, comme il pouvait dire tout à l'heure que la nature a horreur du vide, l'éléphant qui mange des écorces, il vient chaque matin ou bien je sais pas après combien de temps il vient se nourrir là, il ne trouve plus son arbre et il faut qu'il cherche. Mais quand il va chercher, il ne va pas trouver et il va parcourir des kilomètres. Et malheur si les kilomètres qu'il parcourt, c'est dans la direction d'un village ou d'une plantation. Donc la responsabilité, ça forme comme une toile. Non seulement nos habitants, ça veut dire que ceux qui sont à l'intérieur du pays, nos indigènes et autres,
ils souffrent énormément. Donc, nos grandes déclarations, nos décisions se prennent, nos législations se font dans des assemblées et autres, mais personne ne va sur le terrain. Tout à l'heure, il a parlé de la jeune fille qui a calqué certainement une autre personne. Pourquoi? Parce que elle a vu, ses parents lui ont inculqué que c'est une bonne valeur qu'il faut prôner. Ouais. Donc, ça veut dire que c'est une chaîne. Aujourd'hui, nous, en tant qu'entrepreneurs, on ne doit pas politiser ce que nous sommes en train de faire. Voilà pourquoi je parlais de valeur. Un entrepreneur, aujourd'hui, en Afrique surtout, ce n'est plus celui-là qui met une entreprise pour être rentable. Non, pas tout de suite. Tu mets ton entreprise, certes, ça va être rentable, mais il faut avoir une vision plus profonde, plus loin. Les générations à venir, qu'est-ce qu'ils auront quand nous ne serons plus là? Oui. Pensons à nos enfants, soyons un peu égoïstes. C'est un héritage qu'on lègue. Exactement, c'est un héritage qu'on lègue. Si vous permettez, moi je pense que la chose à faire, comme disait Ramsès, c'est aller à la vitesse double en faisant quoi? En formant les jeunes. En formant les jeunes sur la nécessité de la préservation de la nature. En formant les jeunes sur la responsabilité citoyenne. En formant les jeunes sur l'impact qu'a la déforestation sur nos milieux de vie, etc. Et je pense que c'est en allant d'abord avec ce premier pas qu'on pourra avoir une jeunesse qui soit plus regardante, plus responsable par rapport à son environnement. Pourquoi c'est souvent l'affaire des Européens? Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre que personne ne fait rien pour rien. Ouais, c'est l'intérêt qui guide la pensée. Il y a un intérêt. Donc moi, si je veux que mon business produise, il faut que j'entretienne mon business. Mais pour nous qui n'avons pas concrètement la jeunesse africaine, je veux dire, qui n'a pas concrètement une idée perçue, une idée fixe ou bien qui sache comment ce secteur se développe, comment, etc., quels sont les rouages, comment ça existe, qui n'a pas l'information sur la réalité de ces secteurs-là, ne pourra pas s'engager dans un combat qu'elle ne connaît pas. Ouais. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut que nos autorités prennent en compte, avec l'appui de certaines organisations internationales si possible, et des ONG, des entreprises comme les nôtres qui sont dans le secteur, c'est de pouvoir mettre en place des formations, de pouvoir mettre en place des sensibilisations, de pouvoir mettre en place des campagnes même proprement dites de reboisement de certains espaces. Je ne veux pas t'interrompre. Je veux pas t'interrompre quand même. Ce que tu es en train de dire, c'est ce que je disais tout à l'heure. On tourne en rond. Cette déclaration-là, nos autorités. Enfin, le problème, si je suis bien, c'est cette absence de joindre l'acte à la parole. Voilà. Et Régis, déjà, un grand merci pour Génération News, parce qu'il faut qu'on en parle. Aujourd'hui, nous, en tant qu'entrepreneurs, qu'est-ce qu'on fait? Ok, on ne va pas tout le temps remettre en cause nos autorités. Ok, nos autorités. Nous, en tant qu'entrepreneurs, quand on a des revenus, des entrées, est-ce que nous-mêmes, on a une politique interne où on se dit, bon, écoutez, on va monter un petit groupe de personnes, on va aller en prospection, voir ce qui se passe, par exemple, à Kaolack. Est-ce qu'il y a une possibilité de joindre l'utile à l'agréable, c'est-à-dire aller sur le terrain, planter des arbres et tout? Aujourd'hui, l'ONU, je crois, c'est Régis qui disait, l'ONU a déclaré qu'il faudrait qu'on plante un arbre par an. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'il y a un suivi d'abord? Est-ce que non seulement il y a un suivi, est-ce que c'est suffisant? Mais pourquoi ne pas, quand on exploite nos forêts, par jour on peut couper combien de troncs? Mais pourquoi ne pas faire comme des plantations en fait? Et si nous, on commence en tant qu'entrepreneur, parce que là, je suis en train d'interpeller aussi notre responsabilité, il faut qu'on sorte de là. Nos autorités, est-ce qu'en travaillant nous-mêmes, est-ce que quand les autorités ils verront, ils ne viendront pas en appui en fait? Problème et on va laisser Boris intervenir et ensuite tu pourras prendre la parole. Alors, je vais rejoindre Ramsès et ça pose le problème que l'on a soulevé. Il faut donc joindre l'acte à la parole et voilà, et aux déclarations. Et l'un des dictons que l'on utilise, c'est que le mouton broute là où il est attaché. Et c'est la réalité de ce secteur dans nos pays. C'est les entreprises qui sont là en train d'exploiter chaque jour et qui réalisent des chiffres d'affaires. Venir par exemple leur dire demain, écoutez, vous avez telle restriction, ce ne sera pas évident. Parce qu'on imagine qu'un tel secteur qui génère de tels fonds, il y a tout un réseau autour et tout un ensemble d'accords et de traités qui ont été signés pour ces différentes exploitations. Donc ça veut dire qu'en parler sans
prendre des décisions réelles pour aller dans le fond de ce qui a été au préalable décidé et qui va toujours être appliqué, ça ne va rien changer. Mais il y a donc des le premier qui sont plutôt flexibles face à ça. Le procédé de l'idée émise par notre ami Ramsès n'est pas mauvaise. Boris, je vais te laisser évidemment rebondir, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des entreprises aujourd'hui qui sont flexibles à l'idée de dire ok, on va exploiter du bois, mais derrière aussi on met une politique en place pour le reboisement. Super. Donc ça c'est effectivement déjà une très belle initiative. Ensuite, il y a le deuxième paramètre. Je ne maîtrise pas le secteur, mais il faudrait donc déjà rechercher s'il y a des organisations au niveau national ou en Afrique qui font dans la lutte effectivement pour préserver nos forêts. Et donc à partir de là, voilà, dès qu'on les a, parce qu'on ne les connaît pas, donc déjà ces organismes-là et ces organisations doivent justement multiplier des campagnes pour informer, pour que nous, qui avons effectivement compris l'importance et la nécessité de préserver nos forêts, on se joigne au combat. Est-ce que vous voyez? Donc parce qu'effectivement, il faut comprendre par là que bientôt, il y aura donc des maladies qu'on ne pourra pas soigner parce qu'il n'y aura plus certaines plantes. Pour nous qui effectivement revenons de la forêt, ou lorsqu'on avait des maux de ventre, on avait mal à la dent, c'est une écorce ici, c'est une feuille ici qui nous permettait donc de nous soigner. Et voilà, nos grands-mères dans les villages, elles ne connaissent pas les comprimés, elles ne connaissent pas, et même certains comprimés sont faits à partir, le moment aujourd'hui. Voilà, donc lorsque vous venez avec une douleur, lorsque vous venez avec une douleur, un mal, elle vous regarde, elle vous écoute, elle dit allez derrière la maison et prenez-moi telle plante. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui ou demain, avec cet élan dans lequel nous sommes, il n'y aura plus cette plante. Donc, si on suit effectivement, Boris, du moins Hans, la déforestation, c'est plusieurs difficultés ou bien plusieurs besoins qui vont disparaître aujourd'hui. C'est-à-dire, on parle là aujourd'hui dans le secteur de la médecine traditionnelle, ça aussi, ça va disparaître avec la rareté des écorces des bois, tout simplement. Donc, au-delà de l'aspect financier, sur un plan sanitaire, on perd aussi beaucoup, j'ai envie de dire. On perd énormément. Pourquoi? Parce que tout ce qu'un arbre peut apporter, c'est énorme. Il peut apporter la santé, il peut apporter un toit, il peut apporter plein de choses, un confort, un plaisir. Vous savez, lorsque les sculpteurs prennent plaisir à sculpter un bois, c'est à la limite, c'est indescriptible. Vous savez, aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque secteur d'activité est réglementé. Chaque secteur d'activité est orienté. Chaque secteur d'activité a une base, une base bien ficelée. Vous savez, si tout le monde était consciencieux, tout le monde était conscient de cette affaire de déforestation, on n'en serait pas à ce débat. On en serait à quels sont les moyens qu'il faut mettre en œuvre, les nouvelles techniques, les nouvelles technologies, comment parer, etc. Parce que vous savez aussi, la déforestation, des fois, elle est naturelle. Vous voyez, il y a souvent des... Non, effectivement, c'est quand on parle de déforestation, c'est une exploitation saine, justement, de cette matière qui est le bois. Et souvent, il y a aussi une exploitation industrielle qui n'est pas... Donc, voilà. Donc, sachez que si, toutefois, on n'a pas si on donne ces outils-là, si on n'est pas à ce stade où il faut avoir ces outils de dernière génération qui vont nous permettre, ces politiques qui vont nous emmener à envisager tel ou tel aspect de la sécurisation de telle forêt. Évidemment, le combat va être un peu difficile. Je suis obligé de t'interrompre, mon cher Hans, parce que nous sommes arrivés au terme de cette émission. Ça allait très, très, très vite. Merci en tout cas d'avoir répondu à l'invitation Génération News. Je rappelle que nous étions avec Hans. Vous êtes manager. En tout cas. Merci d'avoir répondu à notre invitation, manager général dans une entreprise de la place. Merci d'avoir répondu à l'invitation Génération News. On remercie également notre ami Boris. Vous êtes conseiller dans l'investissement d'une entreprise de la place également. Merci d'avoir répondu à l'invitation Génération News. Ramsès, ça a été un plaisir de te recevoir. Vous êtes directeur des opérations commerciales dans une entreprise de la place. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. Les amis, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir suivi. On se donne évidemment rendez-vous samedi prochain pour d'autres thématiques liées à la jeunesse. Merci de l'avoir suivi. Et d'ici là, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, n'oubliez pas, gardez le sourire en compagnie de nos programmes.